Bienvenue à Parle Jase. Ce vendredi, encore une fois, on a avec nous Mario Doiron, alias Monsieur Carotte. Salut. Bonjour, ça va bien matin? Super bien. Ah, oui. Un beau vendredi d'automne. Oh, c'est assez joli. Hein? Moi, j'adore assez me promener dans les routes, surtout dans les back roads, dans la campagne. Là. Juste les arbres, la couleur, c'est juste... c'est éblouissant. On a le goût d'aller prendre une drive là, juste pour regarder le paysage. Ben, vraiment, c'est comme vivre dans le paradis, vraiment. Là. C'est juste trop joli. Quelle belle saison! Oui, oui. Et puis, point de vue jardinage, bien, aujourd'hui, encore une fois, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Les lignes téléphoniques sont déjà ouvertes en début d'émission. Je vous le rappelle, attendez pas à 9h30 parce qu'on n'aura pas le temps de répondre à assez de questions pour vous. On sait qu'il y en a des appels pendant le vendredi jardinage. Alors, c'est le 506-532-0133 pour nous rejoindre en ondes et vous pouvez nous écrire par courriel pendant l'émission à cjse@cjse.ca. Posez vos questions à M. Carotte aujourd'hui. Parle. Bienvenue à Parle Jase. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Mario Doiron, Monsieur Carotte. Et déjà, on a des appels, Mario. Ça commence en début d'émission et on vous remercie de le faire, nous appeler tôt pour avoir le temps de répondre aux plus de questions possibles. On y va avec un premier appel. Parle Jase. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ah oui, ça va vraiment bien. Puis toi? Oui, ça va bien, oui. Good. J'ai des fraises dans des pots. OK. C'est des fraises qui produisent 2 fois dans la saison. Ah, OK, oui. The Everberry, oui. Oui, puis il y a un rami. OK. Puis je me demande si je peux couper ça pour l'hiver. Oui. Oui, tu peux les couper puis tu peux les planter tout de suite. Là, surtout ceux-là qu'on touche à terre puis qu'on commence à raciner, là. Oui. Oui, tu peux transplanter ça, là. C'est justement, j'allais faire les miennes, moi aussi, la semaine prochaine, là. Ah, OK. Ah oui. OK, ben merci. Bonne journée. De rien, bonne journée toi aussi. Bye-bye. Parle Jase, on vous écoute. Oui. Allô? Salut, M. Carotte. Bonjour, ça va bien aujourd'hui? Vraiment bien. Ah, bon. Hey, un matin, j'ai une petite question pour toi avant que je m'essaye, là. OK. Ici, là, j'ai des arbres de poivre, j'ai des arbres... Comme ma fille, elle a des arbres de pommes. OK. Je voulais placer une branche dans son pommier à elle, tu sais, pour faire comme une bouture. OK. Je peux-tu faire ça avant que les feuilles sont tombées? Il faut que j'attende qu'ils en dormance. Ça serait meilleur en quand ils sont dormants. OK. Ouais, parce que c'est que ça qui arrive, même c'est meilleur d'attendre au printemps pour faire ça. Au printemps? C'est que tout de suite, ce qui arrive, c'est que tu vas faire ta bouture, tu vas la coller, elle ne va pas avoir le temps de guérir la blessure OK. pour la joindre, la branche au tronc, avant que l'hiver frappe, puis ça va, tout le jus dans l'écorce va s'en aller, hein, ça va tout absorber dans les racines. Ça fait que si tu attends au printemps pour faire ça, ben là, le jus va commencer à couler, puis il va avoir les ressources pour guérir la joint, puis tu auras un meilleur succès. OK. Comme un matin, comme il là, sont pommiers, il est comme mature. OK. C'est-tu trop, ce matin, j'en mets comme 2, 3 en même temps? Ou ben là, je suis obligé de un matin chaque année? Ou? Ben, c'est meilleur d'augmenter tes chances de succès quand tu en mets plusieurs. OK. Ouais. OK? Une petite ou une grosse branche? C'est meilleur des plus petites branches. Comme tu peux utiliser ceux-là qu'on appelle des suckers, là, les branches qui poussent directement en l'air. Oui. Puis tu verras l'épaisseur que c'est, là, que ça a poussé dans cette année. Il y a un meilleur taux de succès avec les suckers que les grosses branches sont trop grosses. Ben, en tout cas, je t'en remercie pour ton petit conseil, chef. On va te souhaiter une bonne journée. Oui, toi aussi, bonne journée. Regarde-toi. Hey, bon, ben, les premiers appels. Justement, les lignes sont ouvertes tout au long de l'émission. Vous pouvez nous rejoindre au 506-532-0133. Je vous rappelle aussi,
à cjse@cjse.ca. On prendra les questions par courriel également au cours de l'émission. Et puis, en attendant un prochain appel, Mario, on avait parlé un petit peu la semaine passée, mais là, c'est vraiment le temps où les gens font rougir les tomates. C'est ça. Et c'est le temps aussi de les déshydrater. Hein. Tu parlais de tous les bienfaits de déshydratation des tomates. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire, ça fait juste une couple d'années. Puis, comme à tous les années, on produit beaucoup de tomates parce qu'on mange beaucoup de macaroni, puis on fait beaucoup de sauces spaghetti, puis des affaires comme ça. Puis, ça prend beaucoup d'espace, beaucoup de ressources, beaucoup de temps à faire bouteiller les tomates. Mais quand on les déshydrate, le volume que ça occupe dans le pantry est comme 1/10 du volume. Là. C'est vraiment, ça prend beaucoup moins de place, ça prend moins de ressources. T'as moins des litres de canning, puis toutes des affaires comme ça, puis d'autres choses, puis le temps. C'est beaucoup moins d'efforts, puis ça donne un résultat. Quand c'est que tu rehydrates tes tomates, le goût, la saveur, puis tout ça, c'est comme concentré. Okay. C'est vraiment la saveur. Je pensais pas que ça serait aussi bon. Donc, tu n'en perds pas vraiment de la saveur parce que ça concentre, puis le goût est bon. Okay. Puis quand c'est que tu veux reconstituer ta sauce, c'est comme quand tu commences avec des tomates, il faut la bouillir, puis la bouillir, puis la bouillir pour enlever l'eau pour que tu aies une belle sauce épaisse. Mais ici, quand tu commences avec des tomates déshydratées, tu mets l'eau que tu as besoin pour te donner la consistance, l'épaisseur de la sauce que tu veux. Puis c'est fait comme vite, là. Tu sais, là, tu prends, tu bouilles ça de va l'eau. encore plus vite qu'avec des tomates fraîches. Absolument. Tu bouilles ton eau, tu tires tes tomates secs dedans pour un volume à peu près que tu veux pour faire ta sauce. Puis une fois que c'est réhydraté, tu passes au blender, puis c'est fait. Là. C'est comme ça prend moins que 10 minutes. Là. Donc, puis toute la technique pour les déshydrater, c'est pas compliqué? C'est pas vraiment compliqué juste du tout. Tu les slices à peu près à demi-pouce d'épais. OK. Puis tu les épares sur ton déshydrateur pour pas qu'ils s'aient embarqués les unes sur l'autre, qu'il y ait une bonne circulation de l'air autour de chacune. Tu fais déshydrater comme ça 24 heures, tu sais, là, à l'entour de 120 degrés. Puis tu as un très beau résultat à la fin. Il n'y a pas de bouillage. Tu mets ça juste sur un plateau. C'est ça, c'est juste sur un plateau. C'est un déshydrateur. Puis tu n'as pas besoin d'acheter un déshydrateur cher. Là. Tu peux en acheter un. Il y en a qui sont pas mal cheap, des petits déshydrateurs ronds. C'est comme moins que 50$. Puis, va dire, nous autres, on a fait produire comme ça énormément beaucoup de différents légumes, pas juste des tomates, des poivrons, puis des champignons, puis toutes sortes d'autres choses comme ça. Ça fait des excellents résultats. C'est stable sur l'étagère pour comme 3, 5, 6 ans. Tu sais, là, quand on dit que quand tu bouteilles quelque chose, t'as 16 mois, 18 mois à le consommer avant que c'est vraiment ça a besoin d'être débarrassé. Là, alors, pratiquer la déshydratation des tomates, mesdames et messieurs, ça va donner des beaux résultats. Quand même, puis ça prend pas de place. C'est ça. C'est un petit peu ça. On va prendre un autre appel. Parle, jase. C'est à vous. Oui, il parlait justement des tomates déshydratées. Oui. Une fois qu'ils sont déshydratés, on les met dans quoi? Ben, moi j'aime les mettre dans un sac vacuum seal. Ah oui, OK. Ouais, puis là, ça c'est stable. Là, ça grouille plus. Là, tu peux mettre ça, entreposer ça, puis le retourner, ramasser ça dans 3, 5, 6 ans de stir, puis c'est aussi bon, là. Tant qu'on les garde dans le noir. Ah oui, ça prend pas de lumière? C'est ça. La lumière, si c'est exposé à la lumière, ça va ça va détruire la couleur, puis un petit peu de la texture, puis les affaires, puis comme on dirait que la lumière, c'est la même chose que pour des produits dans les bouteilles, hein. Puis même déshydraté, là. Déshydraté, on évite de laisser la lumière. La lumière, surtout la lumière du soleil, est caustique. Ça détériore des tissus. Donc, tu les déshydrates, tu les vacuum seal, puis ensuite tu les mets dans le pantry ou tu les gèles pas? Non, je les gèle pas. Je les mets dans le pantry, puis je les sors juste à mesure que j'en ai de besoin, puis OK, voilà. Ouais. Parfait. C'est beau? Merci. Merci. Tu mets rien dessus comme pour les déshydrater. Tu mets pas de sel ou rien. Rien tout. Tu les slices juste, tu les mets sur le déshydrateur, tu les laisses 24 heures. Tu le fais sûr qu'elles sont comme secs assez qu'elles se plient plus, elles vont casser. Oui, OK. Puis là, on sait qu'on est sec assez, que ça va pas pourrir, puis c'est très stable à long terme. OK, merci beaucoup. Merci bien. Okay, merci à vous. Bonne journée. Parle, jase. On vous écoute. Oui, ça serait pour M. Carotte. Oui. Des navets de jardin, j'en ai une coupe qui sont à peu près comme 7 pouces de diamètre. Ah, OK. T'as bien fait. Oh, bien fait. Ouais. Puis, comment l'entend pour laisser ça là avant de pouvoir les ramasser, les faire cuire?
Tu veux dire comment longtemps qu'il peut durer sur l'étagère une fois que tu les as récoltés? Non, dans la terre. Dans la terre. Oh, ben tu peux les ramasser n'importe quand, c'est sûr. Oui, ils ont mûrs, avec ces mûrs, parce que il y a plusieurs personnes qui disent que faut que ça pogne des gelées. C'est vrai, c'est pas vrai? Oui. Ça qui arrive, c'est que surtout toutes ces racines-là, elles augmentent leur sucre dans le tissu, qu'on ce que c'est qu'elles pognent une coupe de petites gelées puis elles goûtent mieux. Ah, ouais, OK. Ouais, c'est pas pour les faire durer plus longtemps, c'est pour améliorer la saveur. OK, right on. C'est beau? Et puis, les patates, ça a tout resté petit cette année. C'est tout à faire avec les pluies. Ouais. C'est vrai, ça? Ah oui, c'est la chaleur, le manque de pluie. Il n'y a juste pas assez d'eau. C'est un légume qui demande beaucoup d'eau pour grossir les patates. Pas trop d'eau pour les faire pourrir. Oui. C'est là, parce que là, si la terre est sursaturée d'eau, il y a pas d'oxygène, puis ça finit par pourrir tes patates. Mais la sécheresse qu'on a eue cette année, c'était juste épouvantable. Ah, épouvantable. Ouais. Ah, oui. Mais c'est là que c'est que pour faire des plus belles patates, c'est là, comme j'ai commencé, moi, à mettre une bonne couche épaisse de foin. Oh, de foin? Du foin. Un bon 6, 10, 12 pouces épais de foin. Oh. Puis les patates vont pousser right à travers ça. Je plante des patates, je mets du compost sur le fait de la terre, puis je couvre toute l'affaire avec à peu près un pied de foin. Oui. Les patates vont pousser right à travers, puis à cause que le foin est là, tu perds moins ton eau. Oui. Il y a beaucoup moins de déshydratation, moins d'évaporation de l'eau. Ça fait que les patates sont plus confortables, sont moins stressées, la terre est moins chaude, puis on a un meilleur rendement. On a poussé des patates, par exemple, au jardin collectif de Rogersville avec les volontaires puis les étudiants là-bas à l'école. Puis c'est ça qu'on a fait. On a juste mis du foin. Puis on n'a pas utilisé une goutte d'eau. On n'a jamais arrosé le jardin, même cet été. Puis on a été capable de ramasser quasiment 200 livres de patates qu'on a pu amener à la banque alimentaire à Rogersville. Right on. Ouais. Good. Et puis, hier, j'ai tilé des feuilles. J'avais mis comme un bon 5 à 6 pouces de feuilles secs sur les jardins. Okay. Puis je l'ai tilé sur la terre, j'ai tilé comme 2 heures de temps. Okay. Celui-là, sur le travers. Puis c'est supposé que ça aide beaucoup la terre à tenir plus comme sableuse. Ouais. Parce que là, la terre était tellement dure. Ouais. T'as une terre grasse chez vous? Une terre grasse, oui. OK. Oui, absolument. En ajoutant des matières riches en carbone, comme des feuilles, c'est riche en carbone. Oui. Tous les tissus, chaque cellule est faite avec du carbone dans des feuilles. Oui. Le carbone dans la terre, ça tient l'eau. Puis dans la terre grasse, elle absorbe de l'eau, puis ça aide à rouvrir des craquelures dans la terre grasse pour que l'eau puisse mieux infiltrer. Oh. Ça fait ta terre performer beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Oh, oui. Ça, tu peux ajouter des feuilles, du peat moss, du compost, du fumier, toutes sortes de choses comme ça. Je vais en mettre aussi. Je vais en mettre. L'année prochaine, si j'ai pas un bon jardin, je vais aller choper sur Northfield ou Sobeys. C'est ça. Je suis assez content que même tu n'as parlé de mêler les feuilles dans ta terre, parce que c'est quelque chose que si je voulais en parler aujourd'hui. L'automne s'en vient. Comme on va avoir des feuilles bien vite, il ne faut pas gaspiller ça. J'ai mon backyard que je peux racler. Absolument. J'ai 2 petits jardins, ça fait là, je n'ai fait un. Je vais faire l'autre, là, peut-être après-midi ou la semaine prochaine. Là. C'est beau temps de l'année aussi pour faire ces exercices-là, dehors dans l'air frais, c'est des bons exercices. Oui, puis il ne fait pas trop chaud. C'est confortable. C'est ça. Ouais. Hey, un gros merci. Hey, Derion, toi aussi, merci bien pour l'appui. On aime ça de t'avoir là parce que ça nous... On sait ce qui se passe avec les jardins. Un gros merci. Merci bien. Bonne journée à toi. Bye-bye. Bye-bye. Oui. C'est mérité, ces remerciements, Mario. C'est vraiment bien qu'on puisse répondre à toutes ces questions. Et puis là, avec lui, tu parlais de carbone. Et puis, il y a des proportions pour le fumier, le carbone. Donc, quand on veut nourrir la terre, c'est le temps de le faire, nourrir notre terre en prévision de l'année prochaine. C'est ça. Alors, c'est quoi les proportions fumier, carbone? Comment on fait avec les feuilles? Pour faire un bon compost, puis garder un volume de compost pour que ça soit comme vraiment riche, puis qu'on maximise le montant de volume de compost qu'on produit. Étant donné qu'on est entouré tout de suite de ressources brutes,
gratuite pour faire notre compost. C'est le temps de récolter nos feuilles. On veut une proportion 20 pour 1. 20 fois plus de feuilles, de foin puis d'autres matériaux qui sont riches en carbone comme ça. 20 fois plus? 20 fois plus que de fumier. OK, ben c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ah oui, absolument. C'est comme, puis si on veut regarder ça de des pourcentages, c'est 95% du volume devrait être des matières riches en carbone, puis 5%, juste 5% que c'est du fumier. Puis dans le fumier, il y a du carbone aussi, mais en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup d'azote. Hein, c'est ça, c'est une question d'azote. Carbone, c'est proportion carbone et azote. Quand c'est qu'on regarde du fumier, on récolte du fumier, comme moi, j'élève des poules, ça fait que j'utilise des feuilles, puis des copeaux de bois, puis des choses comme ça, du foin, pour collecter le fumier qui tombe par terre. Ça fait que la proportion de azote et carbone dans le fumier, c'est à peu près 50-50. Ça fait que lorsque c'est que je vais ajouter d'autres feuilles, d'autres foins, là, je vais mettre 19 parties, parce que c'est que j'ai déjà une partie dans le fumier de carbone, puis là, 19 parties de feuilles puis de foin additionnelles à ça. Mm-hmm. Puis là, tu mets une couche épaisse de foin, tu mets une petite couche mince de fumier, une autre couche épaisse de foin, couche mince de fumier, puis on dépose les matériaux comme ça. On couche pareil comme une lasagne. Mm-hmm. Et tu sais, là, comme t'as une couche épaisse de noodles, là, tu sais, là, des feuilles puis du foin, puis une couche mince de sauce, puis tu bâtis ça jusqu'à ce que tu as au moins minimum 1 mètre cube. Ben, on peut dépasser le mètre cube. Moi-même, je fais des buttes de terre, des buttes de compost qui dépassent 6 pieds de haut. Ils sont plus hauts que moi. Puis, on veut faire un gros volume parce que c'est que ça dépend du volume pour que la biologie se passe dans le cœur de la butte de terre, de la butte de compost, pour commencer à se réchauffer, décomposer les matériaux, les transformer. C'est comme une fermentation. Ça transforme le cœur de la butte. Puis là, on finit par un produit extrêmement puissant pour améliorer le comportement ou la performance de la terre à jardin. Alors, c'est le temps de commencer le compost. On est à la saison. On peut sauver de l'argent. Le compost, puis c'est une des choses les plus chères à ajouter dedans nos terres à jardin pour les faire fonctionnelles. Puis on peut faire ça gratuitement à la maison avec des choses qui tombent par terre autour de nous autres. C'est gratuit, là. Il n'y a pas de raison pour dépenser de l'argent si on n'a pas de besoin. Il faut faire de l'économie. Eh oui. Très important. C'est un des buts du jardinage, d'ailleurs. Ça emmène toutes sortes d'économies à plein de niveaux. On va prendre un appel. Parle, jase. Question pour M. Carotte. Oui, il me semble que la bière peut être faite, mais j'avais aimé ma curiosité de savoir où vous avez pris le sabricote, carotte, l'histoire de ça et quoi, juste. L'histoire, comment se fait que j'ai mon nickname de Monsieur Carotte? Ben, c'est que, comme vous avez peut-être remarqué, j'ai un accent un petit peu régional de la côte Est. Moi, je viens de Richibouctou, originairement, puis ça fait que j'ai un accent particulier de la place. Je prononce le mot carotte, je le prononce plutôt comme carotte. Ça me vient naturel de même. Puis la première émission que j'ai faite ici, les années passées, c'est ça, l'épouse Agile, qui était le hôte de l'émission dans ce temps-là, elle lui avait demandé, ben là, la semaine prochaine, elle m'avait entendu parler des carottes, puis elle lui a demandé, ben, ton monsieur Carotte, il va-tu revenir la semaine prochaine? C'était une pas pire émission, celle-là. Puis c'est comme lui, il avait trouvé ça pas mal amusant, ça fait que... Il appelé de même la semaine d'après. Il m'a appelé ça la semaine d'ensuite, puis le nom a stické, puis ça finit par être... c'est mon nom, Stuart, apparemment. Oui. C'est drôle comment ça s'est arrivé. C'est de la femme agile. C'est de la femme agile, Lisa, qui m'a donné le nickname, ouais. C'est bien pour ça. C'est comme les Acadiens. On a un terme de vouloir se mémoriser des gens. Ouais. Mais c'est jamais le prénom. C'est tout le temps sur des sujets semblables. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour votre histoire. C'est rien tout. Merci pour votre question. Bonne journée, là. Bonne journée. Hey, toi, Mario, est-ce que là, présentement, tu en as des tomates à la maison en train de mûrir? Oui. Tu as tes rentrées, puis tu fais rougir ça en dedans. On a tout récolté nos tomates, quasiment toutes. J'ai une serre aussi, j'ai d'autres tomates qui donnent la serre qui sont en cours en train de grossir. Puis ça devrait rester en production jusqu'au mois de décembre à peu près. Mais toutes les autres tomates que j'avais dehors, je les ai toutes récoltées, je les ai gardées dans la maison pour qu'ils rougissent dans une boîte en carton.
couvert avec un essuyant. Parce que à mesure qu'elles rougissent, les tomates vont dégager un gaz appelé le éthyline qui aide des autres fruits à côté de rougir aussi. C'est là, on veut accumuler ce gaz-là dedans la boîte, puis là, on peut rougir toute la boîte. Puis il faut passer à travers régulièrement pour sortir les tomates mûres avant qu'elles pourrissent, parce qu'on ne veut pas pourrir toute la boîte. Là. Ça fait qu'il faut passer à travers régulièrement. Puis là, on peut les processer comme si je vais soit les déshydrater, ou bien je vais les mettre dans un sac en Ziploc, puis les mettre dans le freezer pour faire de la sauce plus tard. Mais tout de suite, c'est ça, on les rentre à la maison pour les rougir dans une boîte en carton. Parce qu'on on a notre saison est trop courte pour qu'elles rougissent toutes sur la vigne. Là, fait mais ce qui arrive, c'est que on les garde même dans des boîtes. Si on a un volume assez, on peut se garder des tomates en rougissant comme ça jusqu'au mois de décembre. Facilement. C'est du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Il y a des tomates qui ont en train de rougir de même, puis tu donnes des tomates fraîches tout ce temps-là. Ça fait que c'est vraiment commode pour nous autres. Puis, par exemple, c'est un petit peu décommode parce que tu as beaucoup de boîtes en train de rougir, puis tu as beaucoup de légumes partout, puis la maison est comme embarrassée. On a tellement de nourriture, vraiment, franchement, tout de suite, là, c'est un tripping hazard, là, vraiment, Red Tester. Il y en a beaucoup. Là, ben, ça fournit, puis j'imagine avec toi qui est là-dessus. Puis on peut dire presque à l'année. Tu te prépares déjà, puis comme on va en parler sûrement un petit peu plus tard, mais il y aura de la préparation à faire, notamment pour les graines. Il faut se prendre à l'avance et tout ça dans l'hiver. Ah oui. Mais là, tu disais les tomates à l'intérieur, sauf que les citrouilles, là, ça sèche dehors. Ça sèche dehors. On laisse ça à l'extérieur, parce que... mais sont récoltées, là, les citrouilles, à ce temps-ci. C'est ça. Ça fait que les premières gels vont éliminer les feuilles des citrouilles. Puis, on ne veut pas nécessairement que les citrouilles même pongent de la gelée. On veut les protéger de la gelée, mais on veut les laisser dehors, dans le soleil puis dans le vent, pour faire sécher la peau avant de les rentrer en dedans pour les entreposer pour l'hiver. Ils vont être plus résistantes. Ils vont être plus résistantes, ils vont mieux durer, ils vont moins pourrir. Puis, tu peux garder des citrouilles sur l'étagère à la maison jusqu'au mois de mai. Ben là, il faut les sortir pour l'Halloween. Ben oui. C'est ça, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut les curer avant de les entreposer pour l'hiver. Puis l'idée, c'est de faire sécher comme il faut, puis comme ça, ils vont vraiment être résistants ensuite. C'est ça. Alors, on va aller prendre un appel. Parle, Georges. Question pour M. Carotte? Oui. J'ai un pommier, j'ai des belles pommes, là. Okay. Puis il y a tous des petits chemins de verre dedans. Qu'est-ce que je peux mettre pour ça, là, pour le pommier? Ah, ben là, avec les vers, ce qui arrive, c'est qu'il faudrait quasiment que tu mettes un pesticide. Ce que c'est, après que les pommiers ont fini de fleurir, puis ils commencent à faire des petits fruits. Oui. C'est là, quand ils sont tout petits comme ça, c'est souvent ce ton-là, que c'est comme les graines, puis les œufs sont pondus de là-dedans. Tu veux commencer à donner un régiment de pesticides dès le début que ça commence à faire du fruit. Mais après que les fleurs sont finies, on veut pas nuire aux abeilles, hein? Non. Mais là, on veut prévenir que ces pestes-là vont pondre des œufs dedans les pommes, puis c'est là que c'est comme les œufs vont se promener dedans, puis faire des petits tunnels, puis faire des messes, là. C'est comme désagréable. Tu croques dedans une pomme, puis tu trouves la moitié d'un verre. C'est pas fun. Qu'est-ce qui est pire que de trouver un verre dans une pomme, c'est de trouver juste la moitié. La moitié, ouais. J'ai entendu cette blague. Ça fait un petit peu de spray. Puis c'est pas tout le monde qui est confortable d'utiliser des pesticides puis des choses comme ça. C'est une question de préférence. Moi-même, je m'en sers pas de pesticides. Mais juste en gardant propre dessous les pommiers, dessous tous les arbres à fruits d'ailleurs, c'est de nettoyer les fruits tombés qui sont en train de pourrir par terre, parce que souvent, il y a des œufs dans ça qui vont passer l'hiver puis qui vont éclore au printemps puis monter là puis infecter ton arbre. Ça fait qu'être propre puis nettoyer tout ça dessous ton arbre dans l'automne, avant le printemps, fait beaucoup de bien pour réduire l'impact puis la sévérité des infestations d'insectes. OK. OK? C'est bien bon. Ben, c'est bien, là. Bonne journée. OK, bye. Bye-bye. Et merci beaucoup. Vous pouvez continuer d'appeler, c'est le 506-532-0133. Et je vous rappelle que nos courriels aussi sont ouverts. Si vous nous écrivez, on va vous répondre au cjse@cjse.ca. Et ça se poursuit. Parle, jase, jardinage avec M. Carotte qui est avec nous. On retourne tout de suite au téléphone. Parle, jase, on vous écoute.
Bon matin. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Ce que j'appelle pour, c'est des patates. J'ai encore des patates dans le jardin. OK. Les arbres verts, ils commencent à chasser. OK. Mais les faisans, ça va mis dedans, puis ils désembourent les patates, puis là, le soleil les brûle, puis ils sont verts. Ah, OK, ouais. Je peux garder ces patates-là, puis les planter les réutiliser pour une plante l'année prochaine? Absolument. Ah oui. C'est ça que moi-même, je fais avec mes patates vertes. Je les garde pour des graines, puis je les replante le printemps d'ensuite. OK. Ouais. À place de les jeter, parce que moi, je les jetais tout le temps. Ah, non, t'es pas obligé de les jeter. Ça peut être replanter ça. Puis, ça peut être replanté. Oui, puis c'est même bon au printemps, à peu près un mois avant de les planter, de les sortir, puis les mettre dans une fenêtre pour qu'elles commencent à germer. À germer un petit peu, là. Un petit peu, là, que l'œil commence à sortir. Là. C'est ça. Puis là, ça les prépare à être plantés dehors, puis là tu as un meilleur rendement. Ouais. OK, à place de les jeter, je vais les garder, puis ça me fera des plantes pour l'année prochaine. Ah oui, jette pas ça, sauve ça, c'est une valeur, ça, là, c'est important de garder ça. Oui, parce que nous autres, mes parents puis mes beaux-parents disaient toujours, ça, on va jeter ça à la poubelle parce qu'on peut pas les manger, puis on peut pas rien faire avec. Non, on les a tout achetés. Ah oui, non, on veut pas gaspiller. Ça, c'est vraiment, c'est une grosse chose. La bonne nourriture, là, c'est difficile de gaspiller ça, là. C'est ça. OK, merci beaucoup. Merci bien. OK, bye-bye. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour. Moi, j'avais une petite question pour M. Carotte. Oui. J'ai été vous chercher de la... Je ne sais pas si tu appelles ça de la terre à la ville, ici, là, Dieppe. Okay. Dieppe, à Moncton, surtout. Puis, je me demande s'il faut que je mette d'autres terres avec ça, ce mix-là qui donne aux autres. Tu ne devrais pas être obligé, non. C'est quelque chose qui est riche assez en carbone puis autres nutriments pour que tu puisses améliorer ta terre. C'est tout le temps bon d'ajouter une grande variété de différents aliments dans ta terre, par exemple. Mais si tu peux, ce qui est du fun à propos de ce produit-là, c'est que tu peux l'emmener en masse, un volume assez. Oui. C'est affordable. Là, tu peux amener ça puis vraiment améliorer ta terre. Là, oui, c'est puissant, ça. Faudrait-il que je mettrais du fumier, peut-être, de poule, chose comme ça dedans, ou c'est notre assez, tu penses? Il devrait en avoir assez dedans ça. OK. Plus, fais pas de tour. Plus, je ferai pas de tour? Non. Le plus que tu en mets, le mieux que ça va l'être. Oui, puis je vais le mettre cet automne, puis là, je vais couvrir ça, le printemps prochain, ça sera prêt. Absolument. C'est ça, c'est que tu veux, ça, c'est des sources de carbone dans ta terre. Hein. On veut un niveau de carbone vraiment élevé dans la terre pour qu'elle fonctionne mieux. Surtout quand c'est qu'on a nos sécheresses qu'on a dans l'été, Retester, le carbone dans la terre, ça aide à tenir de l'eau, à retenir ton eau. Ça fait que c'est une terre qui est sableuse, qui est dépourvue de matière organique. La déshydratation est vraiment, c'est incroyable, comme beaucoup de déshydratation que tu vas avoir à partir de ça. C'est vrai. Oui. Non, mais en ajoutant plus de fumier et de compost puis d'autres produits comme ça, le plus que tu en mets, le meilleur que ta terre va performer. C'est bon. Oui. C'est bon à savoir. C'est bon. Ouais. Il y a une autre question, oui? Non, je pense que ça répondait à ma question. C'est très bien. J'aurais pas besoin de mettre d'autres terres. Bonne journée. Bonne journée à vous. À la prochaine. Bye-bye. Parle Jazz avec M. Carotte. Bonjour. Bon matin. Allô? Je voulais juste vous demander, là, comme moi, cet été, j'ai eu un gros problème avec des chenilles. Des chenilles, OK, oui. T'as mes arbustes. OK. J'aimerais savoir, y a-t-il quoi je peux faire pour ça? Oui, tu peux aller au Garden Center, puis va te chercher un produit qui ça s'appelle BTK. C'est une petite bouteille. BTK. La lettre B, la lettre T, la lettre K. Oui. Je ne suis pas sûr si c'est un fungus ou une bactérie ou quelque chose comme ça, mais c'est un organisme qui affecte juste le système digestif des chenilles. C'est exclusivement, ça affecte juste des chenilles. OK, ça fait que les chenilles vont manger ça, ça va détruire leur système digestif, puis ça te débarrasse de ton affaire, mais c'est sécuritaire pour nous autres. C'est bon ça? C'est ça. Tu peux sprayer ton arbre, surtout comme... C'est-tu des chenilles comme des tent caterpillars? Ça fait comme des fils d'araignée dedans? Oui.
Oui, c'est ça. Ça fait que ces produits-ci vont carrément te débarrasser de ces chenilles-là. Ah, ben, gros merci. Je vais aller m'en acheter. Ah, oui, c'est beau. Faut-tu que je mette ça juste dans l'été ou... Oui, dans le printemps, aussitôt que tu les vois commencer à arriver, OK. tu peux donner une spray, puis checker back dans une autre 2 semaines s'il y en a d'autres qui reviennent. Je devrais-tu juste mettre ça dans le tronc de l'arbre ou à la grandeur de l'arbre? À la grandeur de l'arbre sur les feuilles. OK. Ouais. C'est que... Puis ça, t'as besoin de l'appliquer. Si qu'il mouille, ça va le délaver, ça l'enlève. Ah, ça fait faut que je n'en rajoute? Oui, c'est ça. Ça dure pas longtemps. Tu sprayerais le matin, disons, laisse donner la journée à manger de là-dessus, puis watch tes problèmes s'en aller. Ah, un gros merci. Merci bien. Bonne journée. Bonne journée. Oui, bye-bye. Parle, Georges, c'est votre tour. Oui. Allô? Bonjour. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on arrête un cèdre de pousser. Comment est-ce qu'on arrête un cèdre de pousser? Oui. Ben, tu peux le couper. Couper le top? Tu peux couper le top. Ben, si tu peux couper le top, ou comme voulais-tu le débarrasser du cèdre? Non, juste l'arrêter de grandir. Oh, l'arrêter de devenir plus haut. Oui, tu peux couper le top. Tu peux faire comme un hedge avec ça. Tu peux le traîner pour rester une certaine grandeur, puis le trimer pour qu'il reste d'une grandeur puis une forme adéquate. Faut-il que le coupe à tous les ans? C'est bon de le couper annuellement, peut-être à tous les 2 ans. Tu sais, là, dépendamment de comment beaucoup tu vas couper. Si une année tu coupes beaucoup, peut-être tu vas lui donner un an de repos avant de couper back. Puis après ça, c'est juste trimer les bouts des branches pour pas que ça grossisse trop. Puis tu fais ça n'importe quoi? C'est mieux de le faire dans les mois d'hiver. Comme tous les arbres, tous les espèces d'arbres, c'est mieux de le faire l'hiver parce que c'est que tu as moins de risque d'infection au niveau du tronc jusqu'à qu'on fait des côtes. OK. Ouais. Puis, une autre question. Oui. Vous avez parlé un peu avant que vous mettiez du foin sur les jardins. Oui. Ça ne fait pas pousser de la graine puis de la mauvaise herbe? Oui, ça peut faire pousser de la graine puis de la mauvaise herbe si on ne le met pas assez épais. Faut le mettre au moins, minimum, 8 à 10 pouces d'épais. Puis là, c'est que ça fait un paillis, une couverture qui arrête l'eau d'évaporer, puis le niveau des racines, le niveau de la terre vient pas plus chaud que comme 17 ou 18 degrés Celsius, tandis qu'une terre nue peut monter jusqu'à comme 50, 60 degrés Celsius dans le soleil, de gros chaleur d'été. Puis quand la terre est chaude de même, ça brûle les racines, ça déshydrate toute l'eau, puis les plantes souffrent. Qu'est-ce que ça fait si tu mets de la paille? La paille marche excellent aussi. Il y a quand même des graines, par exemple, de paille, des graines de foin ou de blé ou pas de foin, mais comme des graines. De la paille, c'est des produits agricoles. Ça serait comme soit du blé ou de l'orge ou quelque chose comme ça. Là. Okay. Ouais. Mais c'est ça, oui, il y a des graines dans le foin. Mais la manière que j'encourage les gens de faire, moi, c'est de couvrir dans l'automne puis les mois d'hiver avec une tarpe. La plupart des graines vont commencer à germer dessous la tarpe, pas de soleil, puis ils vont s'en aller. Ils vont commencer à pousser, il n'y a pas de soleil, ils vont rétrécir, puis ils sont gone. Puis ça réduit les graines qui sont viables dessous la tarpe. OK, un gros merci. De rien de tout. Bonne journée, là. Bye. Parle, Georges, c'est à vous. Allô? Allô? Je me demandais comment est-ce qu'il serait le meilleur temps pour trimer. Ben là, je crois que tu as répondu à ma question tantôt. Là. C'est un arbre aux pommes. Un arbre aux pommes, c'est... Oui. Oui, ça serait le meilleur temps, c'est au début de l'hiver. OK. Ouais, c'est là, la fin de décembre, janvier, là. Okay. Puis, ensuite de ça, pour qu'il y ait le temps de sécher un petit peu avant que le gros hiver fasse. Puis là, t'as des très bons résultats. OK, parce que l'année passée, j'avais des belles grosses pommes. Cette année, je n'ai quasiment pas envie. Ouais, ben ça qui arrive avec les pommiers, ils ne pourront pas produire des grosses pommes à tous les ans. Ah, OK. Souvent, comme si y avait une grosse production une année, il faut qu'ils prennent l'année d'ensuite un petit peu de repos, puis tu as beaucoup moins de rendement. C'est pas que tu fais de quoi de wrong, c'est juste le cycle normal de la production de fruits. Je pensais qu'il y avait assez de pluie ou quelque chose. Ben, on n'a pas eu assez de pluie, puis il y a beaucoup de production de fruits, de petits fruits, dans notre région qui a vraiment souffert cette année. Là, il y a beaucoup de producteurs, même des producteurs commerciaux, qui ont eu une saison
pas mal stressante. J'ai même un arbre de rose. Ah, ouais? C'est tout le temps des roses. Cette année, ils sont tout petits. Puis à chaque fois qu'ils vont au terre ou quelque chose, ça tombe. Ouais. Ça, c'est juste une réaction à la sécheresse qu'on a eue. Ouais. Puis, quand ça fait encore l'hiver aussi pour les trimer, ces roses-là? Oui. OK. Je te remercie beaucoup. Merci bien. Puis, bonne journée. Là. Bonne journée, bonne fin de semaine. À la prochaine. Bye-bye. Et parle Jazz, on vous écoute. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Puis toi? Ah oui, je crois que oui. OK, cool. Les fraises, j'ai-tu obligé de couvrir ça pour l'hiver? Oui, c'est une bonne idée de les couvrir, les protéger de la pire de la gelée. Une bonne Parce que moi, j'essaie d'un greenhouse. Ah, OK. Ça serait toutefois une bonne idée de le couvrir comme le mois de février, là, ça va tomber comme moins 30 là-dedans, là. Mais même dans le greenhouse, surtout la nuit. Quoi, tu couvres ça avec? De la paille serait idéal. OK. T'as moins de graines. Comme on a parlé tout à l'heure du foin, qu'il y a des graines de chon dans le foin, la paille, il y en a moins. Comment épais t'en mettrais? Moi, je mettrais au moins 6 à 10 pouces. Minimum. Okay. Moi, j'aime d'aller plus safe. J'aime d'aller plus épais. Oui. Puis, tu sais, là, le printemps, là, tu vas juste découvrir, là, une fois que ça commence à dégeler, là, tu peux découvrir puis juste dévoiler les crowns. Mais laisser la paille pour le restant, comme pour faire sûr qu'il n'y a pas de mauvaises herbes qui poussent autour de tes fraises. Oui, puis les fraises ne touchent pas à terre non plus. C'est ça. Tu veux des belles fraises propres. All right. C'est bon? Merci, là. Merci bien. Bonne journée. Et puis, j'aurais une petite question, moi aussi. Ah, OK. C'est le temps de planter l'ail, Mario? C'est ça. Le mois d'octobre est venu. C'est le temps de planter de l'ail. Il y a beaucoup de monde qui veut les planter comme septembre, là. Mais il y a tendance à commencer à pousser. Si on les plante trop tôt puis il fait beau, ça fait envie espérer qu'il fasse fret. Qu'on commence à avoir des nuits qui gèlent, puis que vraiment, elle va rester dormante. Elle va passer son hiver là, puis là, dès le printemps, elle va commencer à pousser. Mais si qu'elle pousse, qu'on les plante trop tôt, elle commence à pousser, puis tout ce qu'elle a poussé va être gelé puis détruite, puis elle perd son potentiel, elle perd ces ressources-là. Elle n'aura pas ces ressources-là pour pousser de nouveau de printemps. OK. Ouais. On va prendre un appel. Parle Jazz avec M. Carotte. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, puis toi? Ah, ça va pas pire. L'expérience m'a baillé pour mes cèdres, ça travaille, mais ça va slow, là, parce que j'avais appelé, puis j'avais planté 22 cèdres. OK. Il y en avait juste un qui était... Il était comme pas trop vigoureux, là. Il était plus brown. Oui, je m'en rappelle de ton appel, oui. Puis j'ai mis ça, là, les graines de pain, puis ça, puis on dirait qu'il fallait avoir plus de verdure. Ça, good. Aujourd'hui, à cause que je t'ai écouté, puis ça travaille, je vais te demander un autre question. OK, cool. J'ai planté, j'ai trouvé une enveloppe de tomates. OK. Dans l'été, peut-être, je sais pas, fin juillet, peut-être. Puis là, les tomates, c'est tout fleuri, puis c'est encore le haut, c'est d'un pot. OK. Quoi ça serait si je rentre ça dedans dans la cave, ça va-tu continuer à pousser? Si tu as de la lumière dessus, oui, ça va continuer à pousser. Ça va pas être trop humide dans la cave, écoute, même, non? Non. C'est pas... même l'humidité va faire du bien. Mais tu veux faire sûr qu'elle a assez de lumière. C'est comme moi-même, je fais ça, surtout avec des poivrons aussi, puis comme des green peppers, puis ça. C'est ça, oui? Oui. Puis c'est souvent que j'ai une récolte à la fin de février. Ah oui, au milieu de l'hiver, là. Tu peux t'attendre à avoir récolté des tomates, là. Ça a tout fleuri, puis là, je pense, si ça annonce une gelée, ça va tout par ça. C'est ça. C'est ça que je vais faire. Je vais la mettre à la cave. Ah, absolument. Là, tu vas avoir des tomates au mois de février, au milieu de l'hiver. Là. Et ça, c'est plaisant, ça. Là. Veux-tu réveiller l'esprit d'un jardinier, une jardinière? C'est dans le milieu de l'hiver, manger des légumes frais qu'on a fait pousser, là. Oui, puis moi, j'ai essayé ça l'année passée pour mes carottes dans le sable. OK. Puis j'ai eu des carottes que je fais vraiment débrasser. Là. Ah ouais, ça me durait de longtemps de même, c'est bon ça. Ouais, puis le monde dit, juste taper tes carottes fraîches, toi. Dans ma crête. C'est ça, justement, je
Je vais faire une démonstration. Je vais filmer une démonstration tout à l'heure, cet après-midi, puis je vais monter ça sur ma page Facebook puis de ma page de YouTube tout à l'heure. Puis on va démontrer cette technique-là. Là. C'est vraiment c'est commode, ça. Là. Pour conserver les carottes dans le sable? Conserver des carottes, puis les navots, des radis, toutes sortes de racines comme ça. Ça se conserve dans du sable. C'est des racines. Ils aiment ça de vivre dans le sable l'hiver. Ben oui, puis c'est le premier Noël, puis j'ai eu ce soir récent que je peux aller, puis dans la crête, pour avoir des carottes fraîches pour mon souper de Noël. Ah oui, moi j'aime assez ça. Hein. Ça garde vraiment la crunch, la saveur. C'est vraiment une carotte vraiment fraîche. Moi, je ne pas mes yeux. Là. Je pensais, je sais avec une expérience qu'on va essayer, si on les faire, Ouais. Ben, j'étais surpris, puis je savais pas qu'on pouvait faire ça avec d'autres les navots, puis ça et tout. Tout ça, oui. Ah oui, toutes les racines. Tout ce qui est une racine, oui. Ouais, tout ce qui est une racine. Comme dans le vieux temps, hein, comme, je sais pas si toi, tu te rappelles, ta mémère puis ton pépère, ben, la plupart de nous autres, on avait des mémères puis des pépères qui avaient une cave, qui gardaient leurs patates, puis leurs carottes, puis les navots, puis toutes les affaires. C'était une cave qui n'est pas finie, c'était juste la terre. Oui, on avait peu de là des fois. Oui, il y avait des moyens d'araignées là-dedans. Là. Je crois que c'est là que j'ai gagné mes phobies des araignées, là, aller fouiller parmi les carottes à mémère dans la cave. Là. Oui, puis nous envoyaient à tous, ils ne voulaient pas y aller. Ben, nous autres, ils disaient, bon, à la cave, les carottes, mais ils nous envoyaient parce qu'ils étaient innocents, on ne savait pas la différence. Oui, c'est ça. Ben, c'est comme ça qu'on devient rusé, hein, en se faisant déjouer quand on est jeune. OK, ben, passe une belle fin de semaine, puis merci beaucoup pour ton info, là. Ah, merci bien. Bonne journée à toi. OK, toi aussi. Bye-bye. Bye-bye. On est de retour pour Parle Jazz en compagnie de Mario Doiron, Monsieur Carotte, et on prend encore des appels. Et d'ailleurs, merci d'avoir commencé à appeler dès le début de l'émission à 9h. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment beaucoup d'appels, répondre à de nombreuses questions. Parle Jazz, on vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? Allô? Oui. Allô, comment ça va? Oui, ça va bien. Ah, okay. J'ai des bleuets de hauteur. OK. Côté que, puis de la pelouse, je les ai pas pris garde trop, ben il y avait bien produit. Okay. Ben, côté pelouse, je ferais les couper, puis mettre de quoi dessus la terre. Non, tu n'as pas besoin de couper tes bleuets. Non? Non, tu n'as pas besoin de... Si tu les coupes, tu peux réduire la production de l'année prochaine. OK. Ouais, non, tout ce que tu as besoin de faire, c'est juste ajouter des aigrettes d'épinettes puis un petit peu de paillot autour de le pied. On veut pas que le gazon pousse au niveau de leurs racines. Est-ce que je pourrais mettre de la toile noire, là? Tu peux, mais la toile noire l'aiderait au printemps, mais le milieu de l'été va la nuire énormément. Ce qui arrive, c'est que la toile noire retient de la chaleur. Puis avec les sécheresses puis les grosses chaleurs d'été qu'on commence à avoir récemment, là, j'aurais peur de quoi c'est que ça y ferait. Ça serait meilleur que tu utilises des copeaux de bois, des wood chips, des aigrettes d'épinettes, d'autres choses comme ça pour arrêter les mauvaises herbes qu'une tarpe noire. Oui. J'ai essayé pour les épinettes, j'en ai essayé 4 plantes, 4-5 composés. Puis ça m'a tué toutes mes bleuets. Ça tué tes bleuets? J'ai été obligé de sortir les épinettes. Ben voyons. Puis là, ils ont bien pris. Ah ben voyons. Ouais, je sais pas quoi c'est arrivé là. Je sais pas s'il y avait de quoi dedans tes épinettes ou qu'il y avait quelque chose d'autre là-dedans. Je suis pas sûr. Moi, c'est ça que j'utilise, des épinettes, des copeaux de bois, des feuilles, du foin même. Ah ouais? Ah oui, c'est pas un allez. Problème. J'ai une bonne production de bleuets tous les ans. OK, ben merci beaucoup. Ah, c'est beau. Bonne journée. Bonne journée. À la prochaine. Hey Mario, une question qui nous vient par courriel. De la part de Philippe, qui avait déjà écrit durant l'été, là, mais je vais t'arriver avec son message d'aujourd'hui. Il dit « Bon matin, une petite question. Il a planté un érable rouge cette année, environ 10 pieds de haut, tout bien attaché pour le protéger du vent. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre peut faire pour préparer et protéger pour l'hiver et la neige? Pour la neige puis l'hiver, il devrait être dormant. Ça ne devrait pas être un gros problème. Mais il faut surtout que la grosseur de l'arbre, ça va être important pour les prochaines 3 années de bien l'arroser, nourrir ses racines. C'est parce que pour 3 ans, il va être vulnérable.
C'est là, puis il y a beaucoup d'être transplanté à sa grosseur-là. Il va vouloir mettre beaucoup de ressources dans ses racines pour se rétablir. Puis là, après 3 ans, il devrait être bien, que tu n'as plus besoin de vraiment modifier puis de faire des exprès pour. Il devrait être solide après ça. OK. Puis j'avais une question qui datait d'avant, mais je vais la poser au cas que ça pourrait encore... Il y avait une petite question, il avait planté son érable rouge, j'imagine c'est le même. Là. Okay. Mais la question était venue au mois de juin. Il avait placé du carton et du papier autour du tronc pour empêcher la mauvaise herbe et du paillis. Il l'arrosait aux 2 jours et il a remarqué qu'il y avait des petits trous dans les feuilles du bas qui commençaient. Il demandait quoi faire à ce moment-là. Là, c'est une question passée, mais... Ben ça, les petits trous, ça serait plutôt comme une bibite qui ronde. Ça n'aurait pas à faire avec les régiments comme du paillis puis des affaires, le carton puis ça à terre. C'est juste une bibite qui a affecté. Ce qui arrive, c'est qu'un arbre fraîchement transplanté, il est vulnérable un petit peu. C'est comme une chirurgie. Là, après ça, tu es vulnérable à des infections puis des affaires. Les bébites peuvent sentir ça. Oh, puis en profiter. Ils en profité, c'est ça. Ça fait que c'est juste là souligner l'importance de vraiment bien continuer à l'arroser, lui prendre garde. On va voir du dommage. La première année, on ne voit pas des grosses croissances de branches puis de feuilles. Les premières coupes d'années, l'arbre va concentrer à plus pousser des racines. Une fois que les racines sont fortes, le reste de l'arbre va renforcer. C'est pour ça que c'est important de lui prendre garde pour 3 ans, lui donner sa force. Puis là, quand c'est qu'on voit beaucoup de nouvelles branches pousser, on sait qu'il est bien établi dans ses racines. OK. Merci beaucoup. Et puis là, les gens qui vont planter de l'ail, parce que c'est très, très important, le paillis. Hein? Je voulais qu'on en parle. Pourquoi tu me l'as répété souvent à quel point c'est important, le paillis. Alors, pourquoi ça l'est pour l'ail? Ben, avec l'ail, c'est qu'on les plante dans l'automne. Ils passent tout l'hiver. Puis ça, aussitôt que ça dégèle le printemps, les mauvaises herbes commencent à pousser. Puis si on n'a pas de paillis autour de notre ail, elle va être envahie avec tellement de mauvaises herbes que la compétition du foin puis toutes les différentes plantes qui vont pousser autour de notre ail vont voler les ressources, puis l'eau, puis les choses, le soleil, puis on aura beaucoup de misère avec notre ail. Ça fait que on veut donner une bonne couche de paillis, ça protège du gel dans les mi-temps de l'hiver. Puis au printemps, aussitôt que ça dégèle, l'ail est capable de pousser à travers. Ça va commencer à pousser tout de suite au printemps. Elle va pousser à travers du foin ou la paille ou whatever qu'on use pour pailler. Puis les autres graines de mauvaises herbes, il n'y a pas de place à pousser parmi ça. Le paillis prévient ça. OK, mais quand tu dis whatever qu'on use, à part de la paille puis du foin, qu'est-ce qui peut servir de paillis? N'importe quoi, ce que c'est qui est organique. Des feuilles, on peut déchiqueter. Okay. Puis des feuilles, si on utilise des feuilles, c'est une bonne idée de les déchiqueter. De passer un lawnmower dessus, puis les shredder ou quelque chose, juste pour que ça soit des plus petites miettes. C'est plus facile pour l'ail à pousser à travers si c'est tout émietté. Okay. À part de ça, du foin, de la paille, des algues, des copeaux de bois. Des copeaux de bois, on veut pas majoritairement utiliser des copeaux de bois, mais on peut en utiliser un petit peu si on a en volume. Puis c'est pas mal ça. Juste des matériaux organiques qui vont tomber par terre. C'est tous des matériaux qu'on peut récolter puis mettre ça dessus le fait de notre ail pour réduire les mauvaises herbes qui vont pousser parmi, puis aussi pour protéger contre le... Et c'est avec ces mêmes matériaux que tu fais ton compost? C'est tous les mêmes matériaux. C'est les mêmes matériaux. C'est des Donc, choses ce qu'on appelle le paillis, c'est quand c'est juste déposé comme ça dessus, puis le compost, c'est quand on a pris le temps de le faire travailler, chimique. On va le faire monter dans le processus de compostage, puis là, ça le transforme, Okay. Mais c'est tout commencé avec les produits, c'est tous les mêmes produits. Là. C'est toutes les feuilles d'automne, le foin, la paille, des plantes annuelles qui sont... C'est une ressource. C'est là, on est entouré de ces ressources-là qui peut nous aider énormément dans le jardinage. C'est pour ça que j'aime ça d'en parler. Parce que c'est quand tu fais du jardinage, il faut prendre la mentalité de regarder le monde autour de nous autres comme si c'est toutes les sources de ces ressources-là, ces produits-là qu'on peut se servir gratuitement. C'est là, on chasse des bargains, nous autres, les jardiniers, puis les bargains, si la nature les fournit gratuitement à tous les ans, sans faillite.
Très important. Puis en plus, que je sais que tu accordes une grande importance à l'économie qu'on peut faire, autant avec le jardinage, avec tout ça, parce que je pense que c'était à la base ce qui t'a amené à devenir un grand adepte du jardinage, c'est que économiquement, ça vous avait aidé énormément de commencer à produire vos propres choses. Puis là, quand tu donnes des trucs comme ça pour le compost, tout ça, c'est qu'on peut sauver beaucoup, beaucoup d'argent lorsqu'on fait nos choses. Ça peut faire un impact tellement puissant sur le budget d'une famille. Comme nous autres, on a acheté une maison de la campagne pour avoir de la place à faire du jardinage. Mon beau-père et ma belle-mère faisaient du jardinage. Puis, il y avait tout le temps du surplus de nourriture à manger. Tandis que nous autres, on avait de la misère à trouver le budget pour acheter une bonne diète. Juste avoir l'essentiel. Là. Des essentiels, comme tu sais, bien manger, comme des tomates fraîches, puis des oignons, puis des affaires vraiment de qualité. Tu sais, là. C'est dispendieux d'acheter une diète, de se fournir une diète santé. Mais quand on fait du jardinage, c'est le budget, comme tout de suite, moi, ça me coûte à peu près 250$ par année en graines. Je ne paye pas de compost, je le fais moi-même. Je paye pas de paillis, je le récolte moi-même, je m'en sers moi-même. Ça fait sur 250$, je suis capable de produire presque 9 à 10 000$ de nourriture. Oh oui, c'est pas n'importe quoi. Avec ça, là, ça veut dire c'est une grosse manière puissante de mettre la bonne nourriture fraîche sur la table, puis nourrir nos enfants puis nos familles avec des nutriments puis une diète saine. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui diraient « on n'a pas le temps de s'occuper d'un jardin ». Ben, c'est là ici qu'il y a des techniques, il y a des méthodes. Moi aussi, je n'avais pas le temps. C'est pour ça les techniques que je vous démontre aujourd'hui, d'utiliser du paillis, de mettre des feuilles, de mettre des foins, de mettre de la paille autour de nos plantes de jardin. Puis nourrir la terre à l'avance. Nourrir la terre à l'avance. Là, tu n'es pas là à tous les jours pour l'arroser à tous les matins. Moi, pendant l'été, à cause des techniques que j'utilise, j'ai seulement été obligé d'arroser mon jardin 2 fois au courant de cet été. L'été, un été record de chaleur et de déshydratation, de sécheresse. Impressionnant. Ouais. 2 fois seulement. Juste 2 fois. Puis tout a bien poussé, tout est en parfaite... Tout a bien poussé, je mange bien, je suis en train de trébucher sur toute la nourriture que j'ai récoltée tout de suite. Là, c'est un problème, vraiment. Mais c'est ça, c'est comment puissant que c'est, là. Juste... La valeur de la compétence en jardinage, c'est nous autres, les jardiniers et jardinières, qui créent cette valeur-là. Puis pour le sens de valorisation de soi, qu'on sait que tu vois comment de productivité tu es capable de créer de même. C'est pour l'esprit de la personne, puis l'estime de soi, de savoir que c'est moi qui est capable de faire cette valeur-là, de créer cette valeur-là pour ma famille. C'est là, avec très peu d'efforts puis très peu de temps. C'est là, on met peut-être à peu près 5 ou 6 heures par semaine, nous autres, dans le jardin. Puis la plupart de ça, c'est récolter puis processer nos légumes pour les préserver pour l'hiver. C'est pas l'entretien de ton jardin. C'est même pas le jardinage. C'est pas le jardinage, même. Proprement dit. Ouais. Non, les techniques que j'enseigne, c'est des techniques pour du monde qui travaille, qui est busy, qui n'a pas beaucoup de temps, mais qui aime bien manger puis pas payer trop cher pour. Et puis, on arrive vers la fin de l'émission, mais un grand merci à tous ceux qui ont participé. Merci aussi, Mario, de répondre à toutes les questions. Et tu disais un petit peu plus tôt que cet après-midi, tu vas publier un exemple là, pour la conservation dans le sable et tout ça. Ouais. Alors, les gens vont où pour te voir? S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas encore, là, qui ne te suivent pas sur les réseaux sociaux. Ben là, on peut venir me trouver sur YouTube. Chercher pour Monsieur Carotte avec un accent circonflexe sur le A parce que j'ai un accent. Ça fait on va se servir des accents dans le titre. Ça fait chercher pour Monsieur Carotte sur YouTube et aussi vous venez me trouver Mario Doiron sur Facebook. Je partage toutes ces vidéos-là. Sur ces deux médias-là. Même que par Facebook, les gens vont pouvoir avoir un lien pour arriver direct sur la page YouTube de M. Carotte aussi. Oui, bon, c'est parfait. ça. Puis aussi, on filme nos émissions ici à CJSR pour Parle Jazz. Puis je partage également ces émissions-là sur ma page Facebook. Ça fait que venez voir. Puis il y a plein de matériel. J'ai au-delà de 80 vidéos tout de suite. Qui donnent des instructions pour différents aspects du jardinage puis de faire des préserves. Il y a beaucoup de ressources là, puis il y en a d'autres à venir. Oh oui, visitez ça donc, la page M. Carotte. Il y a aussi la page Facebook Mario Doiron. Et vous le retrouverez bien sûr sur notre chaîne YouTube, Le Moniteur Acadien, ici. Grand merci, Mario. On se retrouve encore pour une autre séance comme ça, une autre
séance d'information et de questions la semaine prochaine. La semaine prochaine. Eh bien, passez tous un bon vendredi, bon week-end.